L'inflation, c'est imprimer des nouveaux billets et avoir une monnaie qui se dévalue parce que il y en a plus en circulation si on en imprime un peu plus. Donc, dès qu'on imprime de l'argent, inflation. Bah non, pas vraiment. L'inflation, c'est toujours mauvais, ça entraîne la hausse des prix, et dans tous les cas, ça finit par une perte du pouvoir d'achat. C'est faux. L'inflation, ça profite qu'aux gens riches, parce que si la monnaie perd de sa valeur, les gens vont se réfugier dans les actifs ou dans l'immobilier, et donc les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Foutu capitalisme. Il y a une certaine incompréhension sur cette notion d'inflation. Je trouve qu'on a un peu du mal à trouver une définition propre de ce truc, et personne ne comprend vraiment les tenants et aboutissants de l'inflation. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de faire, mais avec un objectif, c'est ne pas se donner mal au crâne et que vous n'ayez pas à prendre 2 Doliprane dans la journée après ce podcast, parce que oui, le sujet est chiant, mais c'est pas parce que le sujet est chiant que le podcast va pas l'être. En fait, est-ce que vous savez pourquoi il y a une sorte d'incompréhension chez les gens sur ce sujet? Parce qu'il y a aussi une incompréhension chez les économistes. Ils savent globalement ce qu'est l'inflation, j'ai envie de vous dire heureusement, mais par contre, ils ont beaucoup, beaucoup de mal à se mettre d'accord sur ses origines, ses conséquences, etc. L'inflation, de manière très simple, c'est quand, pour X ou Y raison, on y reviendra, les prix de la bouffe, de l'électricité, de l'essence, des services, genre taxi, garagiste, peu importe, de tous ces trucs de la vie quotidienne montent de manière durable à l'intérieur de l'économie. On dit qu'on est dans une période d'inflation. Si on prend de l'autre côté, c'est quand les prix montent ou quand le pouvoir d'achat diminue. C'est pour ça que beaucoup de gens croient que l'inflation, c'est l'arrivée de nouveaux billets en circulation. Ça, c'est plutôt la conséquence de l'inflation. L'inflation, elle va faire entrer de nouveaux billets, et ces billets vont dévaluer la monnaie, parce que plus il y en a, moins elle est rare, et donc ça va diminuer le pouvoir d'achat. Il y a plusieurs types d'inflation, et il y a plusieurs choses qui peuvent causer une hausse des prix. C'est pas que l'impression monétaire. On va le prendre dans l'autre sens. D'habitude, je vous donne le nom et la définition, ensuite je vous donne un exemple. Là, on va commencer par l'exemple. Ça va être un peu plus visuel. Pour les plus jeunes d'entre vous, et pour les moins jeunes mais qui connaissent aussi cette histoire, est-ce que vous vous rappelez quand la PS5 est sortie? C'est chaud de faire une phrase en disant pour les plus jeunes et PS5 dans la même phrase, mais bon. Je suis jeune, mais j'ai connu la PS1, les mecs. Quand même, un petit peu d'estime. Quand la PS5 est sortie, on n'avait pas assez en stock. C'était impossible d'en trouver une. Dans les magasins et tout, ça, on a passé des mois à en chercher, parce que ils en avaient fait pas assez par rapport à la demande, et on s'est retrouvé avec des PS5 qui se revendaient sur le bon coin, sur eBay, peu importe, pour des prix qui étaient beaucoup plus hauts que le prix d'achat de base. C'était genre 400 € et t'avais des PS5 à 500, 600. L'inflation, la hausse des prix de la PS5, elle s'est pas causée parce qu'on a imprimé des nouveaux billets. Elle s'est causée par une chose. Je vous laisse réfléchir à cette chose. Pendant ce temps-là, je vous rappelle que vous pouvez aller mettre 5 étoiles sur ce podcast et que j'ai un petit peu la voix cassée, donc je m'excuse, je suis un petit peu malade. Cette chose, c'est tout simplement la demande. Il y a eu une demande qui était beaucoup plus forte que l'offre disponible, ce qui fait que tout le monde ne pouvait pas avoir de PS5 au prix d'achat, et je vous rappelle qu'il y a toujours un mécanisme qui se passe entre les acheteurs et les vendeurs. Les acheteurs veulent acheter le bien au prix le moins cher possible, mais les vendeurs aimeraient le vendre au prix le plus cher possible, à condition que les gens veuillent quand même l'acheter. Et il y a cet équilibre qui commence à se créer, qui est régi par une chose, l'offre et la demande. Là, on a eu un exemple d'inflation de la demande. Les prix montent, tellement il y a des gens qui veulent les biens qui sont disponibles. Ensuite, vous avez peut-être entendu l'histoire de l'explosion de Nord Stream 1, Nord Stream 2, les gazoducs russes qui alimentaient l'Europe en gaz. Ça a fait beaucoup parler. Et ça a été quoi le résultat de ça? Le résultat, ça a été que le prix du gaz, il a augmenté, parce qu'il était moins accessible. Ça, c'est ce qu'on appelle une inflation structurelle. Quand un secteur de l'économie, ici c'était le gaz, vit une pénurie de ressources, parce qu'on a pété les gazoducs, et donc on a augmenté les coûts de production. Inflation de la demande, inflation structurelle, qu'on pourrait appeler inflation de l'offre, et la dernière, c'est l'inflation par les coûts, ou l'inflation de production, quand ça coûte plus cher de produire.
Donc forcément, les entreprises, elles montent les prix pour garder la même marge. C'est pour ça, par exemple, que les sandwichs jambon-beurre, ils coûtent une blinde maintenant. Parce que les boulangers, bah, ça coûte cher de payer le jambon, l'électricité, la farine, etc. Tout a monté. On a une inflation par les coûts, donc ils sont obligés de monter les prix. T'as le jambon-beurre à 5,50, il fait mal. Il fait très mal. Après, qui prend des jambon-beurre aussi? Ça, c'est un autre sujet de podcast. Du coup, cette inflation, comment on la mesure concrètement? Bah en fait, la mesure de l'inflation, c'est un indice technique. On va le passer en 30 secondes, c'est ce qu'on appelle le CPI, l'indice des prix à la consommation. Le CPI et le CPI, on prend un panier d'achat moyen pour un ménage classique, une famille de 2 enfants par exemple, qui gagne à eux deux 4 000 € par mois. Et on regarde en moyenne leurs dépenses. Donc, les courses, l'électricité, l'essence, les loisirs, etc. Ensuite, on donne un coefficient au plus important, genre les courses ou l'essence, c'est logique parce que bah, forcément, c'est plus important pour un ménage que les loisirs, et on compare l'évolution de ce panier. Est-ce qu'avec 4 000 €, on peut ajouter plus ou moins de choses dans ce panier ou pas? Est-ce qu'on a plus ou moins de pouvoir d'achat? Et le CPI, c'est un indice en pourcentage qui permet de mesurer, et là c'est important, l'évolution en moyenne des prix de ce panier. Par exemple, en ce moment, le CPI, si on va sur Trueflation, qui est un site qui permet de mesurer l'inflation en temps réel, il est autour des 2%. C'est-à-dire qu'avec le même panier de 4 000 €, on a 2% de pouvoir d'achat en moins par rapport à l'année dernière. D'accord? C'est mesuré sur ce qu'on appelle en year to year, en année par année, comparé à l'année dernière. Dites-vous que par exemple, pour la période Covid, on avait une inflation de 9%. C'est l'un des sommets historiques des dernières décennies. Donc on peut se demander, ok, mais c'est bien 2%? C'est bien 9%? Qu'est-ce qui est bien? Actuellement, il faut comprendre que la cible de la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, et de la majorité en fait, des banques centrales, c'est de superviser l'inflation, et c'est d'avoir une inflation qui tend environ vers les 2% par an, parce que, d'après certains calculs extrêmement savants, ça permettrait de garantir qu'on ait une économie qui est en croissance, oui, mais une économie et une croissance qui sont saines. Pourtant, la cible de 2% est complètement arbitraire, mais bref, selon les économistes, c'est la limite, c'est pas trop bas, 2% c'est parfait, ça permet aux gens de consommer, ça permet aux gens de conserver un petit peu leur pouvoir d'achat, c'est un équilibre qui est bon. On n'est pas en hyperinflation, on n'est pas en déflation, on est bien. Il y a un truc qu'on peut se poser aussi comme question, c'est concrètement, ok, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas un système où juste on avait injecté, je sais pas, 1000 milliards d'euros dans le monde et on le laisse faire? Pourquoi on a besoin, par exemple, d'injecter de l'argent? Pourquoi on a besoin d'avoir une inflation? Qu'est-ce qui cause une inflation? D'où ça vient? Alors, on a déjà abordé certains points. On a parlé de l'inflation, de la demande structurelle, etc. Mais la question à se poser, c'est plutôt, pourquoi les entreprises montent leurs prix concrètement? Puisque c'est elles qui les contrôlent. Elles choisissent de monter leur prix. Sony qui vend la PS5, c'est eux qui ont fixé le prix à sa sortie, c'est personne d'autre. Du coup, pourquoi certaines entreprises, elles augmentent les prix de vente, en sachant très pertinemment que le prix de vente, il va être répercuté sur les consommateurs? On a parlé de l'inflation de la demande, l'histoire de la PS5. Sous-entendu, les entreprises montent leur prix quand la demande est plus forte que l'offre disponible. C'est vrai, mais c'est vrai en partie. Le problème de ça, c'est qu'on a l'impression que c'est la demande qui est trop forte, et que la demande, elle doit diminuer, qu'il y a trop de demandes pour la PS5. On peut aussi prendre le truc à l'inverse. C'est pas la demande le problème, c'est l'offre. Il n'y a pas assez de PS5. C'est pas qu'il y a trop de demandes, c'est qu'il n'y en a pas assez. Les prix montent parce que l'offre de produits disponibles est trop faible. Pas parce que la demande elle est trop forte. Et là, vous vous dites, putain, encore de la branlette intellectuelle sur de l'économie? Oui, peut-être, mais attendez. Les prix montent parce que l'offre de produits dispo est trop faible. Ok, dans ce cas-là, bah on choisit quel côté pour atténuer le problème, parce qu'on peut faire deux choses. On peut essayer de diminuer la demande, ou on peut essayer d'augmenter l'offre. Eh ben, ça dépend. Ça dépend des politiques qui gèrent ça, qui vont pas prendre le problème de la même façon, en fonction de si c'est une pénurie de nourriture ou de PS5. C'est plutôt logique. D'ailleurs, je suis désolé de le dire, mais je suis team Xbox. La manette Xbox est beaucoup trop bien. Je sais que c'est un peu les hipsters qui sont team Xbox et pas team PS5, mais je sais pas. La manette PS5, j'aime pas. Les mecs, elle est trop grosse. Enfin, bref. Donnez-moi vos préférences dans les commentaires. C'est, je pense, très pertinent pour
pour la pérennité de ce podcast. Dans la réalité, les entreprises, elles ont plein de mécanismes marketing, des positionnements stratégiques, etc., qui leur permettent de fixer leur prix, peu importe l'offre, peu importe la demande. L'exemple le plus simple, c'est les pâtes. Pourquoi est-ce qu'on peut acheter des coquillettes de certaines marques à 60 centimes et des coquillettes d'autres marques, genre Barilla ou Ponzani, à 2 euros le paquet? C'est des coquillettes, c'est des pâtes, c'est la même chose, c'est le même produit, c'est du blé, de la farine, je sais pas comment on fait des pâtes, mais bref. Du coup, pourquoi le prix, il est plus élevé pour les Barilla, pour les Ponzani? Ben, je pense que vous l'avez compris, c'est que c'est simplement une question d'image de marque, de positionnement, de stratégie marketing. Évidemment que Ponzani doit répercuter le prix de la qualité, c'est quand même italien, c'est Ponzani. Ils doivent répercuter le prix de la qualité, le prix de la recherche, de la production, mais ils peuvent aussi choisir leur prix en fonction de leur positionnement. Peu importe l'entreprise derrière. C'est des stratégies qui sont très propres. Tout ça pour dire que oui, l'offre et la demande, ça joue un rôle dans la hausse des prix, mais souvent c'est beaucoup plus complexe. Il y a plein d'autres mécanismes qui rentrent en compte. C'est pas simplement l'offre et la demande. Je discutais justement là, vous voyez que je suis pas au même endroit, je suis en vacances en Espagne, dans les Canaries avec les gars de l'équipe, et on avait un débat justement sur ça, sur le prix du matelas gonflable, qui coûtait une blinde. Il coûte 6 balles le matelas gonflable, et on disait putain mais en fait, le coût de production d'un matelas gonflable, ça doit être quoi? 50 centimes? Oui, je sais, c'est des discussions de mecs au bord de la piscine. Hein. Ça coûte 50 centimes, alors qu'ils le font vendre 6 balles, putain, ils le font vendre 12 fois plus cher que ça coûte à produire, oui, sauf qu'en fait, le prix de production, il est quasiment, ben, irrelevant dans l'équation. Pourquoi? Parce que le prix qu'on va fixer, c'est l'offre et la demande, plus plein de mécanismes, dont l'image de marque, de la marque de matelas gonflable peut-être, mais surtout le fait que on va avoir une demande qui est plus élevée pour les matelas gonflables dans les endroits où il fait chaud, donc que forcément il y a des gens qui vont être prêts à l'acheter à 6 euros, donc que ça s'équilibre aussi sur des aspects-là. Donc l'offre et la demande, ça joue un rôle, mais ça joue pas tout. Par exemple, l'inflation des prix de l'énergie, qui a provoqué la guerre en Ukraine, elle a été entretenue par les entreprises qui ont voulu augmenter leurs marges. Il y a des entreprises qui ont été touchées et qui ont augmenté mécaniquement leur prix pour maintenir leur marge. Sauf qu'on a d'autres qui n'ont pas été touchées, ou très peu, et elles ont quand même augmenté leur marge. Parce que de toute façon, les clients, ils peuvent pas les vérifier. Ça, c'est ce qu'on appelle la boucle prix-profit. Les prix montent parce que les entreprises veulent faire plus de profit. La hausse du dollar, ça peut aussi être une cause de l'inflation. C'est pas nouveau, le dollar c'est la monnaie la plus utilisée dans les échanges internationaux. Le risque c'est que l'euro, dans notre cas, perde de la valeur face au dollar, ce qui voudrait dire que les importations coûtent plus cher au pays. Pourquoi? Parce que si je veux acheter une Mustang, je vais peut-être devoir la payer en dollars, et donc je vais devoir convertir mes euros en dollars. Sauf que si le dollar prend de la valeur par rapport à l'euro, je vais devoir convertir plus d'euros pour avoir plus de dollars pour payer ma Mustang. On a aussi l'augmentation des salaires qui peuvent causer une augmentation des prix. Dans certains contextes, les salariés, par exemple, ils sont en position de force et ils peuvent négocier leur rémunération. Si les entreprises, elles acceptent, elles doivent répercuter cette hausse des salaires sur les prix de vente pour protéger leur marge. En fait, il n'y a pas qu'une cause dans l'inflation. Les lois économiques, les pénuries, la situation politique, la marge des changes, les partenariats, tout est lié à cette inflation. C'est un grand mécanisme très complexe qui fait qu'on a une augmentation plus ou moins haute des prix. C'est quoi les conséquences de l'inflation concrètement? L'inflation, on l'a vu, c'est la hausse générale des prix. Autrement dit, c'est la dévaluation de la monnaie et donc une baisse du pouvoir d'achat. Donc l'inflation, elle entraîne une baisse de la valeur de l'épargne, puisque si à la sortie de la PS5, vous vous êtes dit, ok, mes 550 euros, je vais les garder, et ma PS5, j'achèterai le mois prochain, vous mettez vos 550 euros de côté et vous patientez. Par contre, si l'inflation, elle fait augmenter le prix à 600 euros, vous avez perdu du pouvoir d'achat. Votre épargne, elle vous permet plus d'acheter la même quantité de produits que le mois précédent, donc l'inflation, elle diminue la valeur de l'épargne si vous ne savez pas vous en protéger. L'inflation, elle provoque aussi une redistribution des richesses. Une entreprise, si elle augmente ses prix sans augmenter les salaires, elle s'enrichit au détriment du pouvoir d'achat de ses employés, parce qu'ils ne sont pas mieux payés, alors qu'ils font plus d'argent. Les actionnaires deviennent de plus en plus riches, mais les salariés peuvent de moins en moins consommer. L'inflation, elle entraîne aussi une hausse des taux d'intérêt. Ça profite à ceux qui ont déjà emprunté, mais pas aux banquiers. Si je fais un prêt, par exemple, sur 20 ans à 1%, comme si c'était le cas il y a quelques années, et que l'inflation, elle passe à 5, 6, 7%, les taux vont augmenter. Mais si j'avais fait un prêt à taux fixe, mon taux, il bouge pas. Par contre, la banque, elle doit prêter maintenant à un taux qui est plus élevé pour ne pas perdre son pouvoir d'achat. Donc, personnellement, je suis gagnant, puisque l'argent, il vaut beaucoup moins cher. Je pourrais très bien prêter mon argent, que j'ai eu à 1%, à quelqu'un
pour 5% d'intérêt par an, par exemple, pour gagner 4% en plus par an. Mais une variation trop importante des prix, ça peut freiner les investissements. C'est ce qu'on a en ce moment, par exemple, sur le marché immobilier. Les taux, ils ont augmenté rapidement, donc les acheteurs, ils ont reporté leur projet à plus tard, ils n'investissent pas. Et pour ceux qui veulent quand même aller au bout, les financements, ils sont moins accessibles. Donc les dépenses, elles sont réduites, ça entraîne une baisse des revenus des banques, des professionnels, de l'immobilier, etc. De l'autre côté, l'inflation, elle incite à investir plutôt qu'à épargner pour venir préserver le pouvoir d'achat à long terme. Les agents économiques, ils investissent dans des actifs qu'on appelle antifragiles, qui sont très réputés en période d'incertitude, comme par exemple les métaux précieux. Encore faut-il de l'argent pour le faire. Donc finalement, l'inflation, c'est souvent synonyme d'insécurité. On ne sait pas si notre épargne aura toujours la même valeur dans quelques mois, on ne sait pas si on pourra toujours acheter les mêmes produits et services pour le même montant, les sociétés ne savent pas si elles ont suffisamment augmenté leur prix, les salariés ne savent pas si leur salaire suffira. En fait, tout est lié. Les matériaux, ils coûtent plus cher, l'inflation s'installe, les entreprises veulent en profiter, donc elles montent leur prix. Les salariés, ils voient leur pouvoir d'achat baisser, donc ils demandent une augmentation des salaires. Cette augmentation est répercutée dans les prix de vente pour que les entreprises maintiennent leur marge. L'inflation devient la norme, tout le monde sait qu'elle est là, tout le monde l'anticipe. Si on anticipe une inflation à 5% par an, on va tous se comporter comme si elle était déjà là. Et du coup, elle arrive. Dans les faits, l'inflation, c'est pas un problème si les salaires augmentent, si les agents économiques ils gardent leur pouvoir d'achat. Le but, c'est que les agents économiques ils soient tous d'accord sur l'inflation qui arrive, pour que cette inflation, elle soit bel et bien là. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'amener tout le monde à anticiper 2% d'inflation plutôt que de changer cette cible dans toutes les banques centrales du monde. Donc, on finit par l'accepter. 2% ça devient la norme et l'anticipation de ce chiffre finit par arriver. C'est les grands mécanismes de l'économie qui se basent sur l'anticipation, qui se basent sur la communication, qui se basent sur le fait qu'on sache que ça va arriver et donc qu'on agisse en fonction et donc ça arrive. L'inflation, c'est aussi le gros rappel de pourquoi il faut investir. Je vois beaucoup de gens qui, surtout à mon âge, des gens qui taffent, qui commencent à avoir leur premier salaire, etc., qui ont fini leurs études et qui disent « mais je vais pas investir 200 balles par mois, ça sert à rien ». Ben en vrai, l'inflation, ça peut être une bonne raison pour ça. La première raison d'investir son argent, ça peut être de se protéger contre l'inflation. Parce que si on a une inflation de 5% par an, qu'on met 1000 euros sur un compte, au bout d'un an, le pouvoir d'achat de nos 1000 euros, il aura perdu 5%. Donc imaginez au bout de 10 ans, imaginez au bout de 20 ans à quel point ça peut être problématique. Investir, ça permet déjà de se protéger contre l'inflation, et ça permet ensuite de battre l'inflation pour gagner du pouvoir d'achat. Tout est une question de pouvoir d'achat. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner les potes, c'est important. Abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à Investia, mettez un petit like, mettez un petit commentaire. Vous êtes beaucoup sur Investia, merci encore. Vous êtes un peu les OG de la chaîne Iril, les gens qui regardent les podcasts. Vraiment, je suis très content de ce podcast, la façon dont il marche, la façon dont vous l'accueillez. J'espère que ça vous plaît. L'idée, c'est d'avoir un rythme très lent, très chill. Et en fait, l'idée globale de Investia, c'est pas non plus de se prendre trop la tête. Parce que vous voyez que là, le prochain podcast que je vais tourner, c'est un podcast sur mes livres préférés. Des fois, je raconte ma vie. Mais l'idée, c'est que sur un an, vous ayez passé un bon moment. Et qu'en plus, vous ayez structuré un petit peu votre base et votre socle dans l'investissement, la compréhension des marchés, l'économie, la crypto, l'entrepreneuriat, etc. C'est un peu de tout monter pour après, si vous avez envie de vous spécialiser dans un ou un autre domaine, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Ciao les potes. Prenez soin de vous.